des ondes Vocast. Et j'accueille maintenant Rémi Bertolon. Salut Olivier et bonjour à tous. Rémi, tu produis l'émission à Voice Track Rémi et Jam, que je vous recommande pour la rentrée prochaine. N'hésitez pas, plus d'infos sur rémietjam.fr. On a parlé de la fête de la radio et à cette occasion, l'Arcom organise ce 5 juin les Assises de la radio. Ton premier invité préside à l'Arcom le groupe de travail radio et audio numérique, c'est Romain Lalex. Oui, on va tout de suite rentrer dans le sujet avec Romain Lalex qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comme vient de le dire Olivier, vous présidez le groupe radio et audio numérique de l'Arcom depuis février 2025. Et comme c'est la première fois qu'on vous reçoit dans des ondes Vocast, peut-être en savoir un peu plus sur votre parcours. Vous êtes diplômé de l'EM Lyon. Vous avez longtemps travaillé au ministère de la Culture et de la Communication sur toutes les questions de l'audiovisuel. Romain, vous êtes aussi intéressé à la musique, à l'industrie de la musique, et notamment en 2020, vous êtes nommé directeur général délégué du Centre national de la musique. Du coup, ma première question, vous laissez cette industrie de la musique qui a bien avancé sur sa mutation, et vous rejoignez l'industrie de la radio qui se pose énormément de questions. Est-ce que justement, ça va vous permettre d'entrer plus efficacement dans vos fonctions? Écoutez, c'est une question délicate, mais je vais essayer d'y répondre de la manière la plus sincère. Alors c'est vrai que moi j'ai un parcours professionnel un peu divers. Je suis passé par des secteurs très très différents. J'ai aussi travaillé dans le monde du patrimoine, dans les musées. J'ai bossé pour des chaînes de télé. J'ai fait plein de choses différentes. Mais le point commun de toutes ces expériences, c'est vraiment la question ou le secteur plus simplement des industries culturelles et que j'appelle aussi moi d'une autre manière le secteur des cultures populaires, des cultures qui s'adressent à des millions de nos concitoyens, qui réunissent des millions de nos concitoyens et qui façonnent, en tout cas pour partie, leur imaginaire. Donc c'est vraiment ça qui m'a toujours intéressé dans ma vie professionnelle. Et c'est vrai que j'ai eu la chance et le bonheur de préfigurer, de préparer la création du Centre national de la musique et puis ensuite de diriger cet établissement depuis 5 ans. Travailler avec les professionnels de la musique, ça a été une expérience hyper riche et c'était une expérience qui m'a beaucoup marqué, notamment du point de vue de la transformation de ce secteur. C'est un secteur, notamment dans la musique enregistrée, qui a traversé des années catastrophiques au moment de l'explosion du piratage et puis qui, à la faveur d'une innovation technologique, a su se réinventer et a su retrouver le chemin de la croissance. Et donc, pour répondre à votre question, c'est clair que la trajectoire de l'industrie musicale n'est pas sans m'inspirer dans mes réflexions sur l'avenir du média radio. Le média radio occupe une place essentielle dans la vie de nos concitoyens. Et aujourd'hui, force est de constater que il doit évoluer dans son mode de diffusion pour pouvoir épouser les nouveaux usages et pour pouvoir assurer dans le temps et dans l'avenir cette relation extrêmement forte qu'il a avec les publics. Ce 5 juin, ce sont les Assises de la radio à l'Arcom. La radio au cœur de la vie des Français. C'est le thème qui sera décliné tout au long de la journée avec notamment cette confiance qu'ont les auditeurs en ce média. C'est aussi beaucoup de responsabilités. Il faut à chaque fois être à la hauteur. Tout à fait, c'est une lourde responsabilité. Au fond, c'est la responsabilité et j'allais dire toute la beauté des médias traditionnels, des médias régulés. Ce sont des entreprises, des associations, des organisations qui exercent la liberté d'expression, qui exercent la liberté de communication au public, mais qui en contrepartie ont des responsabilités dans la protection des publics, dans l'honnêteté de l'information, dans le pluralisme. Et donc, force est de constater que nos concitoyens se sentent respectés par les radios, ont confiance dans ce média et considèrent que les radios sont vraiment à la hauteur de leurs responsabilités. Et ça, dans un moment où on parle beaucoup de défiance des Français vis-à-vis de la presse et des médias, c'est quand même réjouissant de voir que s'agissant des radios, non seulement il n'y a pas de défiance, mais il y a une grande confiance et un attachement viscéral des Français
à leur radio et j'allais dire à toutes leurs radios. Voilà, aux radios associatives, aux radios locales, aux services publics, aux grands réseaux nationaux privés. Les Français sont très très attachés à cet univers de la radio. Pierre Bélanger, le président de Skyrock, viendra parler au cours de ces assises de liberté et de lien social qu'apporte la radio. C'est un peu l'inverse des réseaux sociaux. On essaye de rassembler sur la radio plutôt que être le plus clivant possible sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on constate et pour nous c'était un point important en fait de ces assises. Souvent on parle de la radio sous l'angle de l'intimité. C'est le média de l'intime, de la relation presque individuelle à la radio. Et nous on avait envie pour ces assises de parler de la fonction sociale, j'allais presque dire politique de ce média, qui est un média qui effectivement rassemble nos concitoyens, d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient. Et force est de constater que cette capacité à créer du lien, cette capacité à fédérer, cette capacité à donner la parole aux auditeurs, parce que la dimension d'interactivité est importante. On révélera jeudi matin les résultats d'une étude sur la relation des Français à la radio, et cette étude montre à quel point les Français se retrouvent à la fois dans les contenus de la radio et dans la capacité du média à leur donner la parole. Donc voilà, donc effectivement, c'est rassurant de se dire que, contrairement à ce qu'on nous laisse penser, non, le public n'est pas exclusivement friand de clash, de contenu qui crée de la polémique et de la confrontation, mais que oui, lorsque on lui propose un espace de dialogue, un espace de découverte, l'étude le montre de manière très importante, de découverte et d'échange, eh bien, nos concitoyens s'y retrouvent et plébiscitent ce média. Donc c'est une belle leçon que donne la radio et je crois qu'on peut s'en inspirer. Quand on écoute vos premières prises de parole, on sent que l'éducation aux médias sera un axe de travail important dans ces 6 prochaines années. Je me trompe? Vous avez de l'ambition par rapport à ça? On a collectivement, au sein du Collège de l'Arcom, une très grosse ambition dans ce domaine parce que on le sait, avec l'émergence et l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, la production de contenus qui peuvent être des deepfakes, l'atomisation de la consommation des médias, on voit bien que même si la confiance et la force d'attraction des médias traditionnels reste très forte, contrairement à ce qu'on peut entendre de ci, de là, quand même, les jeunes publics, et pas que les jeunes publics d'ailleurs, mais en tout cas les publics de manière générale, sont exposés à de multiples contenus qu'il est parfois difficile de décrypter. Et donc, si on ne fait pas cet effort de leur apprendre la grammaire médiatique, en quelque sorte, si on ne prend pas du temps dans le temps scolaire et hors du temps scolaire pour leur apprendre à décrypter à ces publics, eh bien, au fond, le travail de régulation va perdre de son sens puisque on régulera des médias vertueux qui, eux, feront le job et puis il y a tout un tas de contenus non vertueux qui vont circuler et que nos concitoyens ne sauront pas identifier et ne sauront pas désactiver. Et ça, pour nous, c'est un combat fondamental. J'évoquais la jeunesse, mais moi, j'ai un père de 80 ans, depuis 80 ans, et à qui il arrive d'être en contact de contenus de fake, de deepfake, de contenus manipulés, et qui m'interroge. Et je vois bien que la question ne concerne pas uniquement la jeunesse, et c'est d'ailleurs ce que la dernière étude de l'Arcom sur l'éducation média a démontré. Donc, il faut qu'on soit attentif, il faut qu'on soit mobilisé, il faut qu'on le soit, bien sûr, en partenariat avec les éditeurs, avec les stations de radio, les chaînes de télé. Donc c'est un combat collectif, mais effectivement, on place beaucoup d'ambition dans l'éducation aux médias. Alors, ça qui est 6 juin, c'est aussi la fête de la radio. Ça, c'est vraiment le volet festif. On ouvre les portes, des rencontres privilégiées avec les auditeurs. Encore beaucoup de générosité de la part des opérateurs pour cette édition 2025. Oui, beaucoup de générosité et puis la volonté d'ouvrir la radio encore plus aux auditeurs, parce que les auditeurs ont ce sentiment d'être très proches des animateurs, des journalistes, mais ils le sont encore plus quand ils peuvent accéder au studio, quand ils peuvent être associés à l'antenne. Et donc, il y a beaucoup de radios en métropole et dans les Outre-mer, où la radio est vraiment un média hyper important, qui ont fait le choix de faire gagner aux auditeurs la possibilité d'assister aux émissions, d'être interviewés,
réaliser des interviews. Donc là aussi, plus on ouvre les portes et les fenêtres des radios au public, plus on contribue à l'effort d'éducation aux médias. Donc cette fête, c'est à la fois une fête pour rendre hommage et remercier toutes celles et ceux qui font vivre ce média, mais c'est aussi une fête qui a vocation à rapprocher encore davantage les publics de la radio et à populariser ces métiers. Comme tous les secteurs d'activité, la radio a besoin d'attirer de nouveaux talents, de nouvelles énergies, et donc la fête de la radio, c'est tout ça mélangé, et on espère surtout des moments extrêmement conviviaux, sympas, et qui permettent de traduire l'authenticité de ce média formidable. Alors pour terminer, 3 petites questions pour savoir un peu quel auditeur vous êtes. Enfant à la maison, qui branchait la radio en premier ? Ah bah je vais pas trahir un secret d'État, c'est les parents. Moi j'ai été biberonné à la radio parce que mes parents l'écoutaient le matin au petit déjeuner, l'écoutaient le soir, l'écoutaient en voiture lors des déplacements pendant les vacances, les week-ends. Donc c'est mes parents qui m'ont initié à la radio, et puis moi j'ai eu la chance d'avoir un grand frère, et donc il m'a fait découvrir la radio plutôt sous l'angle musical. Puis après, moi-même, j'ai un peu glané, j'ai un peu cherché, et j'ai toujours écouté énormément de radios, et des radios très différentes, des radios associatives, parfois des radios associatives engagées avec des points de vue très contraires, parce que ça m'amusait de voir comment on pouvait défendre en toute liberté des points de vue contraires, des radios locales, les grands réseaux, y compris ceux qui ont su accompagner des mouvements musicaux qui me sont chers et qui m'ont été chers quand j'étais jeune, et puis aussi le service public, auquel il faut rendre hommage parce qu'il fait un boulot fantastique. Donc voilà, donc j'ai toujours beaucoup écouté la radio. Je l'écoute aussi à l'étranger. Ça m'amuse toujours, ça me fait marrer de voir comment elle est faite, de voir ce qu'on y dit. Donc voilà, donc je suis un très très gros consommateur de radio sous toutes ses formes. Et le matin, alors la première info du matin, vous allez la chercher sur votre smartphone ou vous branchez la radio ? Non, j'allume la radio. Non, j'avoue que le smartphone, alors en plus pour être franc, comme c'est aussi très lié au boulot, que j'utilise beaucoup pour bosser, j'avoue que c'est pas la première chose que je fais le matin que de regarder mon smartphone, et notamment parce que sur le smartphone, en fait, on reçoit des tonnes d'informations dont le caractère urgent est quand même très variable, et le caractère pertinent encore plus variable. Et donc, au fond, quel bonheur d'allumer sa radio et d'avoir des gens compétents, rigoureux, qui font ce travail de trier, d'expliquer, d'être dans la pédagogie, et honnêtement, quelle tristesse ce serait d'être privé de ça. Donc, la première chose que je fais, c'est effectivement d'allumer la radio quand je me lève le matin. Et quand vous faites des travaux à la maison, je ne sais pas si vous êtes bricoleur, c'est radio parlée ou radio musicale ? Alors, je suis un très mauvais bricoleur. Je peux facilement me blesser en bricolant. Et donc je vais plutôt mettre des radios musicales quand j'ai besoin de me concentrer, parce que je suis comme beaucoup d'hommes incapable de faire 2 choses à la fois, mais j'écoute beaucoup. Il se trouve que je cours, je fais un peu de sport, et donc j'écoute beaucoup à la fois des radios musicales ou des radios parlées en faisant d'autres activités. Mais quand je dois me concentrer, j'avoue que je vais plutôt sur des radios musicales. Et là aussi, moi je suis aussi un consommateur de streaming, mais je viens trouver dans les radios musicales une proposition que je n'ai pas sur les plateformes, qui est une éditorialisation, qui est de la prescription, qui est cette envie de partager une même musique avec des millions d'auditeurs au même moment. Donc voilà, donc c'est un autre usage, et c'est un usage que j'adore. Donc voilà, mais en bricolant, j'essaie de me concentrer parce que je suis gaucher, mais j'ai 2 mains gauches, donc on est pareil. Je fais attention. Très bien. On suivra donc avec attention les débats pour les assises de la radio, et puis bien sûr la fête de la radio. Merci à vous, merci, à bientôt. Merci à vous, et merci de relayer cet événement qui est très important pour les professionnels de la radio, très important pour le public, et donc bravo pour ce que vous faites, et merci de relayer. Romain Lalex, qui préside le groupe de travail radio et audio numérique à l'Arcom. Des ondes Vocast.